Donc, je vous propose effectivement donc, de réduire le temps de la pause et de reprendre tout de suite nos débats pour ne pas effectivement perdre le rythme et de passer tout de suite, après avoir vu donc, et débattu donc, des principes et de l'opportunité et de l'intérêt d'une réforme systémique ou structurelle, de passer tout de suite aux travaux pratiques et de voir en particulier comment concrètement, si jamais il devait y avoir une réforme, quels pourraient être ses contours, quelle architecture globale donc ce système harmonisé des régimes de retraite donc, pourrait avoir, quel serait également donc comment basculer concrètement les régimes du secteur privé dans ce système harmonisé, comment basculer le régime de la fonction publique. On avait vu au moment du rapport du corps de janvier 2010 que cela posait quelques soucis pratiques supplémentaires dans la mesure où il n'y avait pas forcément une connaissance rétrospective des salaires perçus par les fonctionnaires avant leur départ et pendant leur carrière. Donc, quelle valeur accorder également donc, aux droits acquis dans les précédents systèmes. Pour tous ces aspects, je vais passer immédiatement la parole donc, à Antoine Delarue, qui est donc actuaire, qui est associé donc, aux travaux de la chaire Transition démographique, Transition économique. Et ensuite, nous aurons le plaisir donc, de débattre avec des chercheurs. Monsieur Maret, directeur général de l'Argicarco, donc un opérationnel, et des partenaires sociaux, la personne donc de messieurs Rabaté, donc au nom du MEDEF et de l'UIMM, Éric Aubin de la CGT et Jean-Louis Malice de la CFDT. Et donc j'ai oublié de présenter donc monsieur Bichot tout au bout là-bas, qui est donc professeur émérite de Lyon 3 et qui, comme l'a rappelé Jean-Marc Vittori auparavant, a été l'un des précurseurs donc des partisans de la réforme systémique. Monsieur Delarue, c'est à vous. Pour 15 minutes. Merci beaucoup. Je vais essayer de vous apporter le plus clairement possible des éléments concrets sur la manière dont on pourrait engager cette réforme structurelle et quelles pourraient être les premières étapes de cette réforme. Alors, peut-être un mot quand même sur l'objectif général qui, à mon sens, est de s'adapter à un monde plus fluide, au-delà qui nous frappe, c'est-à-dire en fait les gens vont avoir des carrières qui ne sont plus linéaires comme dans le passé. Les parcours familiaux ne sont plus non plus traditionnels forcément avec des à-coups et donc comment adapter notre système de retraite pour que les retraites suivent et en particulier il y ait une évolution progressive des acquisitions de droits et pas seulement quelque chose qui est in fine ou des éléments extérieurs, style la durée totale de carrière, style etc., jouent et rebattent complètement le système. Donc en particulier l'enjeu c'est finalement l'adhésion des jeunes générations au système en répartition et leur appétence à cotiser. Donc il faut que, je crois que pour que les jeunes continuent à rester dans le système, il faut qu'ils comprennent, qu'ils adhèrent à la promesse et à la technique qui est promise par les régimes de retraite, quel que soit finalement leur statut professionnel du moment. Donc c'est là où les points sont très, très importants, car ça crée une linéarité entre les cotisations versées et les droits acquis. Et c'est ce système, mais pour que ce système marche, on verra tout à l'heure qu'il faut sans doute préalablement désimbriquer les systèmes existants et notamment de leurs aspects non contributifs ou distributifs. Donc, nous avons fait d'abord regarder ce qui se passait vraiment. Les régimes, tout le monde connaît à peu près une idée des avantages affichés, mais quels sont véritablement comment ça marche finalement. Donc, on s'est appuyé sur des échantillons de l'adresse, vous voyez, qui sont indiqués ici, qui sont assez anciens, mais qui donnent quand même un aperçu de la diversité des situations professionnelles. Et c'est cette grande diversité qu'on a tendance à simplifier abusivement et qu'on oublie peut-être.
Alors, mon premier point, c'est l'opacité actuelle du retour sur cotisation, c'est-à-dire quelqu'un qui cotise, qu'est-ce qu'il obtient en échange. Alors, il y a bien sûr la formule générale du régime où il est, s'il est dans la fonction publique, il a une promesse, mais en fait, est-ce que ça se passe vraiment comme ça? Donc, l'intérêt de ce premier travail d'investigation, c'est de regarder sur les échantillons de retraités, de reconstituer ce qu'ils ont cotisé et ce qu'ils ont obtenu. Alors, si on prenons la fonction publique, les données sur les revenus cotisés se résument généralement au dernier salaire cotisé, donc qui est ici représenté. Par contre, là, en ordonnée, nous indiquons l'annuité moyenne obtenue par trimestre validé, c'est-à-dire que on divise par la carrière de l'individu et on regarde en moyenne par année cotisée, qu'est-ce qu'il obtient. Et c'est comparé évidemment au salaire, aux revenus qu'il a cotisés dans l'année, en moyenne. Donc là, on voit que dans la fonction publique, il y a une acquisition relativement linéaire des droits, conformément à la promesse qui est faite par le régime. L'épaisseur, vous voyez, du faisceau, là, n'est pas exorbitante. Et les points sont à peu près bien alignés. Il y a un petit ressaut en bas qui est l'effet du minimum garanti qui remonte les plus basses retraites. Par contre, ce que l'on ne dit pas, c'est qu'effectivement, c'est basé sur le dernier salaire, le salaire terminal, et pas sur le salaire moyen de carrière. Or, si les mêmes données permettent de retrouver non pas forcément tous les salaires antérieurs, mais là on regarde simplement par exemple le salaire 20 ans avant le salaire terminal. Donc vous avez en ordonnée le salaire terminal et vous voyez que les gens ont eu des salaires 20 ans avant très, très différents et pas du tout alignés. Donc si on regroupe les deux effets, on s'aperçoit qu'à un salaire donné, le fonctionnaire récupère des droits qui sont extrêmement aléatoires et extrêmement dépendants du salaire terminal qu'il obtiendra. Donc il n'y a pas, en ce sens, d'équité contributive véritable au sein de la fonction publique. Passons au régime général. Là, on pourrait penser que les choses sont mieux parce que le régime général calcule structurellement un salaire moyen de carrière, donc qui s'appelle SAM, qui donc ici est représenté en abscisse, mais là le problème vient de l'ordonnée. En ordonnée, vous avez donc ce que vous rapporte une année de cotisation à 20 000 euros par an. Vous avez, avec un salaire de 20 000 euros, vous avez donc 6 euros par mois et par année que vous récupérez comme droit. Donc il y a bien une pente ascendante comme prévu, mais vous voyez qu'on est dans une situation extrêmement disparate entre des gens tout en bas, la fin de la queue de poisson, si je puis dire. Il y a visiblement deux poids, deux mesures entre les gens qui ont des très faibles salaires peuvent soit avoir entre 1 et 4 fois plus de droits pour le même salaire, donc pour la même cotisation moyenne versée. Donc c'est l'inéquité contributive est importante. Alors évidemment, quand on décortique, qu'est-ce qui se passe? On voit que, là vous voyez donc le rond rouge par exemple, c'est l'effet du minimum contributif qui remonte les plus basses pensions, mais ce minimum contributif ne joue que pour une partie des gens. Pourquoi cela? Pourquoi les autres? C'est aléatoire. En dessous, vous avez un triangle, donc qui sont des gens qui ont apparemment des plus faibles carrières que les autres.
ceux-là sont exclus du bénéfice du minimum contributif. De la même façon, vous voyez donc, ici l'épaisseur du corps du sujet est très, très importante, c'est-à-dire que pour le même salaire moyen cotisé, vous pouvez obtenir des droits qui varient très, très fortement. Où est l'équité contributive ? Alors le triangle là, c'est les gens qui ont des trimestres inutiles, donc qui ont cotisé pendant des trimestres sans que ça rentre dans la formule de calcul, et donc ça crée... et le vert, c'est les gens qui sont en décote. Donc, il y a un empilement de règles dans le système, qui est notre système de base, qui est très important et qui explique que le résultat est assez incompréhensible. Alors, donc, tout ceci pour vous dire qu'au-delà du problème de la diversité des régimes eux-mêmes, se pose au sein des deux principaux régimes, au moins ceux qui fonctionnent en annuité, un problème d'équité contributive interne. Et l'esprit de la réforme systémique que j'ai proposée, c'est de passer par une première étape qui est de rétablir pour tous les régimes une équité contributive interne en passant au point. Donc la démarche proposée, elle s'appuie sur deux principes. Un principe du découplage entre les avantages de la solidarité et les avantages contributifs, et puis une harmonisation des différents régimes contributifs recentrés pour les rendre compatibles et les rendre additifs. Alors je m'explique. Donc en fait, donc là vous voyez il y a quatre cases, mais en fait c'est représentatif de la diversité des régimes. Ils sont beaucoup plus nombreux évidemment, mais donc l'idée serait que ces régimes basculent leurs avantages non contributifs, c'est-à-dire liés à la solidarité, dans un régime transversal, uniforme, national, qui assure une égalité de traitement du non contributif pour tout le monde. Donc égalité de traitement pour le non contributif et recentrage des régimes existants, sans forcément y toucher tout de suite, sur leurs aspects contributifs. Donc c'est ça l'esprit de la méthode que je vous propose. Donc il n'y a pas de Big Bang, on ne touche pas au régime, simplement on les dégraisse de leurs problèmes d'avantages non contributifs dans un régime national qui opérerait avec une gouvernance différente, donc un conseil d'administration différent, puisque bon, s'il est national et s'il s'occupe du solidaire national, c'est pas la même chose que de s'occuper du privé, des régimes spéciaux, des indépendants ou d'une catégorie socio-professionnelle particulière. Donc chacun serait chez soi. Les régimes recentrés seraient autonomisés au maximum, puisque dégager notamment des problèmes. Un problème transversal de solidarité, c'est par exemple les carrières longues. Les carrières longues, c'est typiquement quelque chose qui se calcule pas par régime, mais en totalisant toute la durée de carrière. Donc ça, c'est quelque chose qu'il faut basculer à un niveau national qui ne soit pas dans les régimes. Il y a d'autres phénomènes. Bon, le minimum contributif, c'est plus intelligent de le réaliser ex post que ex ante au sein des différents régimes, au risque de surcompenser des situations. Voilà. Donc ce serait mieux ciblé ex post et ce serait mieux ciblé dans un régime transversal de solidarité qui ne s'occupera que de ça. Donc pour se résumer, tout ce qui est trimestre irait là-haut dans le régime de solidarité, qui suivrait les carrières, qui suivrait les trimestres et qui gérerait les avantages non contributifs. Et par contre, les autres seraient recentrés pour, dans un premier temps, assurer l'équité contributive interne.
Alors, ceux qui sont déjà en point parmi ces régimes du bas, ils sont déjà, par construction, assez équitables. Par contre, on a vu les deux exemples que j'ai donnés, donc la fonction publique et le régime général. On est loin du compte, donc il faudra les basculer en points. Ce serait la première étape. Voilà, donc je passe sur les avantages. Alors, comment basculer le régime général en points? C'est évidemment, c'était souvent jugé totalement impossible. Alors, je voudrais vous proposer une méthode donc, qui serait de dire qu'une année de cotisation au plafond de la sécurité sociale procure 1 point de retraite, 1,5 point à la fonction publique, par exemple. Et puis, ensuite, on se donnerait un critère qui serait la durée de carrière étalon, 42 années, par exemple, ici dans l'exemple, mais c'est à voir. Donc, 42 points donnerait une retraite de la moitié du plafond, à un âge pivot également à arrêter. Donc, le système reprend la promesse originelle du régime général, le 50% pour une carrière pleine, 50% sauf que c'est seulement au plafond et pour une cotisation au plafond. Donc, mais il y a une règle claire que je pense tout le monde peut intégrer facilement et qui donne une règle pour les acquisitions de droits du futur. Reste maintenant évidemment et il y a également. Alors ensuite, le choix de l'âge pivot commande la valeur de service du point, et donc on peut basculer toutes les retraites déjà liquidées en points. Par contre, le gros problème, c'est évidemment la reconstitution des droits acquis pour les actifs. Alors là, il y a deux méthodes possibles, soit la rétropolation de la règle prise pour les acquisitions futures en reprenant la carrière des gens et en la rétropolant et en calculant le nombre de points qu'ils auraient acquis, rétropolation, soit une autre technique qui est la cristallisation, c'est-à-dire on continue les règles du système existant, mais on arrête les compteurs et on solde les comptes sur la base donc du salaire moyen acquis au moment du basculement ou du salaire terminal acquis au moment du basculement, et on fait les comptes et on convertit tout ça en points, et c'est le compte points qui est fait. Alors, la méthode de cristallisation est peut-être plus attachante parce que, on a comparé les deux. Pour la fonction publique, c'est la cristallisation qui est nettement plus avantageuse, comme vous le voyez sur ce graphique. Donc vous avez les points rétropolés en abscisse, les points cristallisés en ordonnée. Les points cristallisés sont au-dessus de la bissectrice, sont majoritairement au-dessus de la bissectrice, mais il y a des cas contraires. Bon, c'est la diversité des parcours. Mais bon, la cristallisation est en général plus avantageuse, et elle est aussi plus explicable, parce qu'il n'y a pas de rupture véritable de promesse en cristallisant, alors que en rétropolant, les gens peuvent objecter qu'ils sont rentrés dans un système et on leur change rétroactivement les règles, c'est pas correct. Donc voilà pour le régime général qui fonctionne de façon finalement beaucoup plus contributive qu'il n'y paraît malgré le premier graphique. Les deux techniques donnent des résultats assez voisins. Donc ça règle le problème de la reconstitution des droits du futur, du passé. Reste alors le compromis. Une fois que tous ces calculs de reconstitution de points sont faits, il y a un compromis pour établir des paramètres clés qui soient soutenables sur la durée. Et
alors, il y a 4 paramètres clés qui sortent. Donc, le taux de cotisation contributif, qui est celui qui finalement se résume à la valeur d'achat du point, puisque ce taux appliqué à un salaire, à un revenu d'un plafond donne 1 point. Donc ça donne aussi la valeur d'achat du point. La durée de carrière étalon qui détermine la valeur de service, puisque cette durée multipliée par le nombre de points, oui, c'est des points, vaut 50% du plafond, donne une retraite de 50% du plafond à partir de l'âge pivot. Alors, ensuite, il y a l'âge pivot qu'il faut déterminer. L'âge pivot avec éventuellement une variante qui peut être différente pour les points à acquérir ou cristalliser. Donc cet âge pivot ne préjuge pas de conditions de départ, puisque l'idée est qu'il y aurait de toute façon, avant et après l'âge pivot, autour de l'âge pivot, des coefficients actuariellement neutres qui abattraient ou majoreraient les retraites. Donc on ne force personne à partir à l'âge pivot. Simplement, les gens c'est un pointeur qui donne la valeur à partir de laquelle les points sont réputés éligibles. Donc ces quatre paramètres sont à décider en compromis, et on va voir maintenant comment se poserait concrètement le problème du pilotage. Donc d'abord, je veux illustrer un peu les différents types de points qui donnent la projection en points, qui est très... Donc vous avez les points liquidés qui sont le triangle qui disparaît petit à petit au fur et à mesure que les retraités actuels décèdent. Les points cristallisés, qui est quand même le gros morceau, et c'est pour ça que le choix de la retraite, le choix de la méthode de cristallisation et le choix de l'âge pivot sont importants. Et puis les points verts, qui sont donc les points acquis avec les cotisations futures, mais qui, vous voyez, finalement, dans l'équilibre général, jouent un rôle de plus en plus important, évidemment, mais au début assez marginal. Alors, quand on rapporte ces volumes de points servis aux points qui seraient acquis, on obtient quelque chose qu'on appelle le rendement d'équilibre. Et ce rendement donne, en fait, exprime la générosité maximum du régime. Et ça s'exprime, donc ça se traduit par ce type de courbe qui peut être un peu comparé à ce que donnait le corps avec son ABAC. Vous avez donc en ordonnée les niveaux de cotisation, base 100 ici, de plus en plus fort, donc avec les cases qui sont au fond, et devant vous avez plusieurs variables avec la durée étalon d'une part, qui peut être donc de 42 à 46 ans sur cet exemple, et l'âge pivot d'autre part, également de 65 à 62 ans. Donc en fait, les gérants du système auront à choisir, à arbitrer entre un taux de cotisation d'équilibre et un couple âge pivot durée d'étalon, puisque vous voyez en fait c'est ce qui est indiqué. Donc une variation d'une année de l'âge pivot apparaît finalement équivalente à 2 années de variation de la durée étalon. Donc on a un système souple, mais qui est paramétré pour durer et pour être soutenable. C'est l'intérêt du système. Je vais peut-être... il y avait des choses sur le non contributif, mais je vois que ma gentille animatrice... Donc, ce que je voudrais, sur quoi je voudrais insister, c'est, dans cette réforme, c'est la première étape. La première étape, c'est le découplage avec la création d'un RTS qui s'occupe du non-contributif. Alors, comment il s'en occuperait, ça reste, il y a des études à faire. Et puis, les autres régimes seraient invités fortement à passer en points. Et ensuite, on verra, il y aura sans doute une convergence dans les régimes en points, comme il y en a eu dans les régimes ARCO qui sont existés. Et donc, le deuxième point
bon, ces points sont nécessaires pour restaurer une confiance des jeunes générations dans la contrepartie des cotisations qui seraient amenées à verser. Par ailleurs, donc le basculement en point, comme disait M. Woerth, d'ailleurs, n'est pas si compliqué que ça, apparemment, et c'est en tout cas réalisable, puisqu'on l'a réalisé sur les échantillons de 250 000 cas qu'on a pu traiter. Donc la chose est faisable, et ça, c'est quand même quelque chose qu'il faut dire. Et enfin, bon, à mon avis, voilà, les points sont finalement beaucoup plus simples à gérer et à rendre soutenable que des régimes où tout est mélangé et tout est imbriqué. Je vous remercie beaucoup, Monsieur Delarue.